pour cette dernière vidéo PEA de l'année, je suis très content de vous montrer que j'ai réussi mon premier défi au niveau des dividendes. Donc j'ai touché un dividende il n'y a pas longtemps qui m'a permis d'atteindre l'objectif que vous verrez à la fin de cette vidéo. Au niveau des marchés, on va le voir tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué en revanche, puisque Monsieur Powell a annulé des baisses de taux qui devaient avoir lieu. Et donc du coup les marchés ont moyennement apprécié, ce qui fait que nous avons pas mal de retracements. L'objectif final de mon portefeuille sur l'année ne sera pas atteint en termes de volume, vous le verrez aussi à la fin. Mais en tout cas je suis plutôt très satisfait de cette année boursière. Et j'espère que 2025 va se passer encore mieux, avec évidemment 2 ou 3 actions, 2 ou 3 lignes que je souhaite sortir de mon PEA, et que nous aurons l'opportunité de voir sur l'année 2025. Allez, on va tout de suite regarder tout ça, tous ensemble. C'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 166, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Mais comme d'habitude, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de policiers. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. alors au niveau de la performance donc du CAC 40, le CAC 40 affiche une performance négative de 3,56% depuis le début de l'année, à 7274,48 points. On a fait une belle petite chute là sur les derniers mois malheureusement. On a un 440 GR qui est lui aussi en négatif à moins 0,54%. Et le SBF 120 qui serait en principe mon indice de référence, mais je garde le 440 quand même, qui fait lui moins 3,90%. Donc autant dire que c'est vrai que là, cette fin d'année est compliquée, il nous reste encore une semaine. Donc on va voir sur la dernière semaine, on va pas s'attendre à des miracles non plus, ça m'étonnerait qu'on ait une explosion là sur la dernière semaine. Mais peut-être qu'on va regagner un petit point, si on peut regagner un petit pourcent, ça serait quand même pas mal. Au niveau donc du graphique du 440, vous voyez qu'on est passé bien dessous la moyenne mobile 20 périodes, qui était à 7504,66. On a une moyenne mobile 50 périodes à 6885,95. Et nous, on est actuellement à 7274,48 points. Le côté positif qu'on pourrait garder pour le mois de décembre, c'est qu'on a quand même une bougie verte. On a fait une mèche pour aller tester la moyenne mobile 20 périodes. Bon, pour le moment, ce n'est qu'une mèche. Si on reste dans cet entre-deux, d'ici à la fin de l'année, ça serait quand même un moindre mal. Pour ma part, je pense que sur 2025, et notamment sur le mois de janvier, avec l'élection, pas l'élection, mais la prise de poste de Donald Trump, qui sera en principe le 20 janvier, ça pourrait très bien continuer à nous faire descendre et aller chercher, pourquoi pas, la moyenne mobile 50 périodes à 6885,95. À savoir que, au final, le véritable enjeu de l'introduction de Donald Trump, ça va être les taxes que Donald Trump souhaite infliger à l'Europe. Et pour ça, pour ne pas avoir ces taxes, la condition est assez simple pour lui en tout cas. Ce sera que l'Europe achète beaucoup plus de pétrole chez eux et plus de gaz aussi. Et à ces deux conditions-là, il est prêt à faire beaucoup moins de taxes douanières, voire pas du tout. En revanche, si on joue pas son jeu, on risque de prendre énormément de taxes au niveau des douanes. Alors après là, ça va être à l'Europe de décider ce qu'elle veut faire, sachant que généralement ils prennent malheureusement souvent les mauvaises décisions.
Donc j'ai peur que les mauvaises décisions soient prises et qu'on ait une année 2025 qui soit très compliquée en conflit avec les États-Unis. Il reste toujours la Chine, qui elle aussi risque d'être en difficulté avec les États-Unis. Donc il faudrait espérer que si on est dans une situation où l'Europe ne joue pas le jeu de Trump, la Chine vienne vers l'Europe et que pour nous ça rende la situation un petit peu plus sympathique, surtout sur quelques actions que je peux avoir dans mon portefeuille PEA. Au niveau donc de la variation hebdomadaire du CAC 40, on a un CAC 40 qui a fait moins 1,85. En termes de performance, donc on a Renault qui a fait plus 4,58, Sanofi plus 2,37, Hermès plus 1,32, ArcelorMittal moins 6,19 en négatif évidemment, Stellantis moins 7,27 et Vivendi moins 69,76. Bon là pour Vivendi, on sait tous ce qui se passe, hein, c'est que Vivendi a démembré sa société en 4 pôles et les a dispersés sur différentes places boursières. Donc forcément, le titre Vivendi en lui-même, il a complètement chuté. Est-ce que maintenant, ça peut être encore intéressant de rentrer sur un dossier de Vivendi aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires, voire même je suis sûr que non. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse de le savoir. Au niveau des indices, donc Eurostock 600 moins 2,76. On voit que l'Eurostock 600 a fait moins bien que le 440, ce qui paraît quand même assez surprenant. Mais bon, c'est quand même comme ça. Le SP500 moins 1,99, le Nikkei moins 1,83, le Gold moins 1,14, le Brent moins 1,95. Et donc avec la baisse du Brent, des opportunités se présentent pour moi et peut-être pour vous aussi, on va en reparler. Et ensuite la paire euro-dollar à moins 0,81. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite valorisation. Donc la plus grosse étant toujours Euronext, un dossier que j'affectionne tout particulièrement, avec un PER 2024 à 11,9 fois les bénéfices, un rendement annoncé à 4,17%, une marge nette aux alentours de 35%, même au-delà des 35%, c'est ce qui est très très bien. Et on voit même que la dette a plutôt tendance à baisser avec un EBITDA qui augmente et des chiffres d'affaires qui augmentent aussi. On est sur un dossier qui est plutôt très qualitatif. Je lui ai mis que 2 étoiles, mais en réalité, Euronext mérite largement ses 3 étoiles. Je pense que dès l'année 2025, on mettra 3 étoiles sur ce dossier qui est très qualitatif. J'ai 30 actions actuellement, j'ai un PRU à 77,01, plus-value latente de 39,19%. Le dividende est de 2,48€ par action, plus 12% par rapport à N-1. On voit que le dividende n'augmente pas de façon régulière, mais il augmente. Donc ça nous va très bien. Et surtout, ce que je pense par rapport à Euronext, c'est que de plus en plus, la nouvelle génération ira sur Euronext et ira aussi sur les marchés boursiers, tout simplement parce que il est peu probable que notre situation au niveau de la retraite puisse perdurer. Et je pense que demain, on risque d'avoir de sacrées surprises pour ceux qui n'ont pas préparé leur retraite à l'avance. Donc je vous engage d'ailleurs à tous essayer de réfléchir à la bourse pour commencer à investir, si ce n'est pas déjà le cas, pour justement vous créer un patrimoine et de la retraite pour le long terme évidemment. Ne cherchez pas à aller en bourse pour faire du court terme, vous n'y arriverez pas et vous perdrez sans doute la totalité de votre capital. Alors au niveau d'Euronext, on voit qu'on a quasiment que des bougies vertes, hein. On est très bien positionné, on est à son plus haut historique, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, si ce n'est que là, pour le moment, attendez si vous voulez rentrer sur ce dossier, qu'on revienne sur le support, qui se trouve aux alentours des 85-90. Là, ça sera peut-être à mon avis un peu plus judicieux, sachant qu'on voit que la moyenne mobile 20 périodes est à 82,04 et la moyenne mobile 50 périodes à 78,31. Donc là, on est plutôt bien positionné pour que ça continue à monter. Ensuite, nous avons Score. Donc Score a eu des avis favorables de nos amis les analystes qui changent d'avis comme de chemise. C'est pour ça que je vous le dis. En tout cas, Score profite de cet avis très favorable à l'achat sur le dossier, ce qui est très bien. Ils annoncent même, pourquoi pas, un cours aux alentours de 26€. À prendre avec énormément de pincettes hein, pour suivre suffisamment toutes les actions que j'ai dans mon portefeuille. J'entends tous les jours le meilleur comme le pire sur les actions du jour au lendemain. Donc
Autant vous dire que ce que les analyses disent, vous pouvez en prendre compte, mais c'est pas la réalité de ce qui va se passer forcément derrière. Par contre, effectivement, lorsqu'un analyse parle d'une action, s'il en parle en positif, on peut être sûr que ça va avoir un effet sur l'action pratiquement immédiat. Moi, je peux me demander pourquoi, parce que réellement, un jour, ils peuvent vous dire que Score est très bien et qu'ils sont à l'achat, et une semaine après, vous dire qu'ils sont plus du tout à l'achat sur Score et que c'est un mauvais dossier. Donc, des fois, c'est des choses qui sont un peu incompréhensives, mais bon. C'est pour ça qu'on fait du long terme, au moins, on n'a pas besoin d'écouter ce que les analystes peuvent raconter, et on reste figé, on reste focus surtout sur les actions sur lesquelles on a analysé nous-mêmes le marché, et sur lesquelles on croit. C'est aussi pour ça qu'il est très important de bien analyser vos actions et de savoir sur quoi vous investissez et ne pas juste faire confiance soit à des youtubeurs comme moi ou à des analystes, à des pseudo spécialistes de la bourse qui du jour au lendemain vous diront bleu, qui vous diront vert et qui vous diront rouge le lendemain. Voilà, donc attention à tout ça. Pour ce qui concerne dans Score, le PER 2024 est à 6,12 fois les bénéfices, le rendement 2024 est de 6,84%, on a une marge nette aux alentours de 4%, c'est pas extraordinaire mais ça reste correct pour un secteur au niveau de la réassurance. Au niveau du dividende, 1,80€ par action, plus 29% par rapport à N-1, si ça pouvait continuer l'année prochaine ce serait super pour moi, qui est sans action actuellement, avec un PRU à 17,42€, plus-value latente de 35,55%. On voit qu'on a déjà eu une coupure du dividende récemment, en 2019. Donc on sait que c'est une action qui est susceptible de couper son dividende. Donc on fait quand même attention et on ne se surpondère pas non plus son portefeuille sur des dossiers comme Score. Plus de toute façon vous avez des gros dividendes, généralement plus vous avez des risques que la société le coupe à un moment ou un autre ou qu'elle le baisse violemment. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte lorsque vous faites vos portefeuilles. Il faut avoir des très bons dossiers, il faut avoir des dossiers un petit peu plus moyens on va dire, comme Score, qui peuvent vous rapporter beaucoup plus de dividendes, mais en gardant à l'esprit que le risque est quand même présent. Au niveau du graphique, donc on voit qu'on est en train de venir tester la moyenne mobile 20 périodes, un 24,66. Ça tape dessus avec les mèches. Pour le moment, on n'arrive pas à avoir le corps qui monte suffisamment. En tout cas, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, qui est à 21,99. Plutôt orienté quand même à la hausse. On verra si nos chers analystes ont eu raison et qu'on va réussir à aller chercher les 26€. Je crois qu'ils annonçaient pour début 2025. Donc on va garder ça dans un petit coin de notre tête et on verra encore une fois si ils disent n'importe quoi ou si vraiment ça va se passer. Sachant que personne ne peut prédire la bourse, vous avez déjà à peu près mon avis déjà là-dessus. On continue. Alors ensuite on a Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard c'est plus difficile, hein, les spiritueux, beaucoup de difficultés. Alors donc on parlait tout à l'heure de Trump et de son élection et des effets de douane qu'il voulait infliger à l'Europe. Bah, typiquement, une société comme Pernod Ricard qui fait des spiritueux, ça risque d'être compliqué s'il y a des effets de douane. Et c'est là où j'espère que la Chine, si les effets de douane sont bien concrets, que la Chine se retournera vers l'Europe et rouvrira peut-être aussi ses portes un peu plus au marché européen. Et ça pourrait aider Pernod Ricard à remonter un petit peu la pente, parce que là c'est vrai qu'ils sont pas mal en difficulté. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un bon dossier. Ils ont des avantages concurrentiels, ne serait-ce que par leurs marques qui sont très implantées et très fortes. Ils ont un portefeuille qui est suffisamment diversifié, je pense, pour pouvoir tenir. Est-ce qu'ils reviendront à leur plus historique? Ça, je n'y crois plus, parce que de toute façon, la consommation d'alcool, en tout cas en France, elle a plutôt tendance à baisser, et c'est pas plus mal. Mais ils ont quand même toujours une carte à jouer, et le prix aujourd'hui quand même assez bas pour qu'il puisse se passer quelque chose dans les années à venir, pourquoi pas même en 2025. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, hein. Chacun doit faire ses propres analyses et avoir sa propre réflexion sur ces actions sur lesquelles vous investissez. Donc pour 2025, le PER sera annoncé à 17,4, sachant qu'en 2024, on était à 18,1. Donc 18,1 fois les bénéfices, et on voit que pour 2025, le PER va encore baisser un petit peu. Au niveau du rendement 2024, on a 2,94%, et ils annoncent pour 2025 3,02%. Donc ça, il faudra voir s'ils arrivent à le tenir.
Ce serait peut-être pas plus mal même qu'ils ne tiennent pas ce rendement pour 2025, parce que si c'est pour nous verser un dividende de 3,02% en créant de la dette derrière, en allant donner plus de 100% de leurs bénéfices aux actionnaires, ça serait pas quelque chose de très positif sur long terme. Au niveau donc de Pernod Ricard, j'ai 20 actions, j'ai un PRU à 141,91, moins 23,86%. Je mets quand même 2 étoiles, parce que je trouve que le dossier reste costaud. Au niveau des fondamentaux, pour le moment, ça reste encore bon. On va quand même regarder en 2025 s'il va pas falloir lui enlever une petite étoile. Et ça va surtout dépendre, évidemment, de sa capacité à verser son dividende, à le tenir, à ne pas verser un dividende qui soit trop élevé par rapport à leur bénéfice. Toujours la même chose. Et sinon, ben, on pourra peut-être garder les 2 étoiles, mais ça vous allez le voir très très vite, hein. Dès janvier, février, on devrait commencer à avoir des idées un petit peu de ce qui va se passer sur Pernod Ricard pour 2025. Et on va voir aussi, évidemment, à partir de février, si la situation se dégrade avec Trump, ou si, au contraire, l'Europe joue le jeu de Trump et du coup permet aux actions et aux sociétés, surtout en Europe, de pouvoir refaire du business avec les États-Unis. Donc ça va aller assez vite, hein. On aura vite des repères et on aura vite des possibilités de comprendre un petit peu où on va aller. Donc là pour le moment, on semble sur Pernod Ricard vouloir peut-être latéraliser, mais on voit que ça a déjà été le cas un petit peu, hein, quand on était sur la résistance que vous voyez au-dessus en pointillé. On avait 2 ou 3 bougies qui étaient en latéralisation, et malheureusement c'est reparti quand même à la baisse. Donc là il faudrait que ça latéralise, que ça reprenne un petit peu de force, et qu'ensuite on reparte à la hausse. Ce qui peut être inquiétant évidemment, c'est quand on regarde la moyenne mobile 20 périodes, qui elle est toujours en chute libre, hein. On est à 144,23, elle est quand même, elle chute, hein, par rapport à la moyenne mobile 50 périodes qui se tient plutôt haut, à 159,67. Là il faut aussi regarder la moyenne mobile 20 périodes, on va voir si elle commence à s'incliner et à se retourner légèrement, ça sera déjà un signe un peu plus positif. Là, à l'heure actuelle, quand je regarde le graphique, je suis pas capable de vous dire si elle va se retourner et repartir un petit peu à la hausse. Si vraiment la latéralisation va tenir, j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle va pas tenir et qu'elle va continuer à enfoncer peut-être les 100 €. Mais pour le moment, j'ai pas de boule de cristal, donc c'est pas possible de vous le dire. Total Energy, donc Total Energy, on a vu que le Brent avait pas mal baissé, donc forcément ça a un impact aussi sur le marché de Total Energy. Donc pour le moment on a une marge annoncée au niveau des 10%, on a un PER 2024 qui était à 6,13 fois les bénéfices, le rendement était de 5,83%. Je pense que la société a toujours cette capacité à verser un dividende en croissance, légèrement, mais ils peuvent toujours le faire actuellement. Ce qui peut poser problème, c'est qu'on voit que le chiffre d'affaires a pas mal baissé depuis 2022, hein, si on regarde pour 2025 les prévisions. Par contre, la dette, elle, a baissé aussi en même temps, donc ça c'est plutôt positif. L'EBITDA, on voit qu'il baisse aussi, mais il ne faut pas oublier que Total Energy est en train de se transformer en société spécialisée dans l'énergie renouvelable, et donc forcément, pour le moment, il va falloir attendre un petit peu. Et l'énergie renouvelable, je pense pas que ça va payer autant que le pétrole aujourd'hui. Donc il faudra se faire une raison, il y a un moment ou un autre où peut-être que Total Energy donnera des rendements moins importants. C'est possible, ou peut-être qu'ils arriveront à trouver des solutions pour toujours verser des dividendes intéressants comme aujourd'hui. Mais c'est surtout le fait que Total Energy va transformer sa société de plus en plus vers l'énergie renouvelable. Et moi, je fais le pari que Total Energy sera un incontournable dans les décennies à venir sur l'énergie renouvelable justement. Donc c'est pour ça que je reste quand même toujours très positif sur Total Energy, même quand ça baisse. Je pense que c'est plutôt des opportunités, pour moi en tout cas, de continuer ma ligne. À l'heure actuelle, j'ai 40 actions, j'ai un PRU à 40,26 €, plus-value latente de 28,86%. Vous voyez que le dividende est plus ou moins stable, hein, quand on regarde le tableau en bas à droite. Il n'y a pas énormément de surprises, si ce n'est de temps en temps des dividendes exceptionnels versés qu'on voit en jaune, mais c'est pas non plus tout le temps. Au niveau du graphique, on voit que ça a bien chuté. Donc là, on chute, on chute, on chute. Est-ce qu'on va aller chercher la moyenne mobile 50 périodes à 47,30? C'est fort possible.
On est en tout cas bien en dessous de la moyenne mobile 20 périodes qui est à 57,94. Donc pour le moment j'attends, je laisse le dossier faire sa baisse, et peut-être que je vais en reprendre soit sur la moyenne mobile 50 périodes, soit si les nouvelles sont pas très bonnes, une baisse peut-être encore vers le support en pointillé, mais elle est toujours en tout cas dans une tendance haussière, dans un biseau là que nous voyons avec le support en pointillé vert et la résistance en rouge pleine. Ça nous forme quand même un biseau, elle peut chercher le haut et le bas de ce biseau pour continuer à évoluer vers le haut. Une autre chose aussi à prendre en compte, c'est qu'il semble, attention je mets des guillemets, il semble que il pourrait y avoir des pourparlers importants entre la Russie et l'Ukraine pour cesser la guerre entre les deux pour 2025, donc ça pourrait aussi ramener quelque chose au niveau des marchés et notamment au niveau du pétrole. Donc ça sera à voir là dans l'année 2025 risque de vraiment nous apporter énormément de volatilité, donc il faudra être prêt à ça et continuer de toute façon sur long terme. La volatilité pour les investisseurs de long terme, c'est quelque chose de plutôt bénéfique. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de dangereux ou de difficile à gérer, bien au contraire. Alors ensuite nous avons Vinci. Donc Vinci, pour le moment ça se passe plutôt bien. Il y a une petite baisse quand même, là on est repassé sous les 100 €, on va le voir après sur le graphique, mais le dossier reste toujours très correct, et en plus Vinci a quand même une capacité à investir intelligemment, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette société. Vous voyez que le chiffre d'affaires augmente sur le graphique de gauche, et au contrario, la dette en bleu, elle, a plutôt tendance à baisser. Donc ça c'est plutôt ce qu'on a envie de voir sur une société. On a un PER 2024 à 12,4 fois les bénéfices. On a un rendement à 4,46%, une marge nette aux alentours de 8%. Vraiment, moi, c'est un dossier que j'apprécie énormément. S'ils pouvaient éventuellement passer leur marge nette aux alentours des 10%, ça ne serait que mieux, évidemment. Mais ça reste quand même un très bon dossier que je garderai, à mon avis, très longtemps dans mon portefeuille. D'ailleurs, je lui ai accordé 3 étoiles, alors que pourtant, on n'a pas les 10% de marge nette. En termes de quantité, j'en ai 20. J'ai un PRU à 92,72. Actuellement, je suis en plus-value latente de 5,67%. Le dividende versé était de 4,50 € par action, plus 12% par rapport à N-1. On voit que le dividende, lui, c'est pareil, ça ne tient pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, il est présent. Et même si elle devait couper son dividende une année, pour X raisons, ne serait-ce que par exemple nos amis de l'État qui souhaiteraient récupérer les concessions automobiles, eh ben, ça serait pas forcément dramatique puisque ils investissent beaucoup aussi dans d'autres pays et je pense que à terme ils finiront par aller peut-être chercher les 80% de leur business à l'extérieur de la France parce que je pense qu'ils ont compris que c'est pas possible aujourd'hui de pérenniser leur business avec des gouvernements qui sont dès que ça va plus tous les ans, tous les 2 ans leur mettre le couteau sous la gorge en leur disant bah, attendez les concessions vous gagnez énormément dessus, nous on va les reprendre pour gagner énormément. On a déjà vu, et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on a déjà vu ce que l'État était capable de faire lorsqu'il gère lui-même les concessions. C'est un massacre, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà. Donc si l'État pense que c'est comme ça qu'ils vont réussir, eh ben, qu'ils y aillent. Et je pense que Vinci sera tout à fait capable d'aller voir ailleurs. En tout cas, c'est mon avis. Au niveau du graphique, on est dans la configuration qu'on a pu voir juste avant, c'est-à-dire que là, on est entre les deux, la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. Moyenne mobile 20 périodes à 104,70, moyenne mobile 50 périodes à 91,68, pardon. Actuellement, on est à 97,98 sur l'action. On est vraiment au centre des deux. Est-ce qu'on ira chercher la moyenne mobile 50 périodes? Je ne sais pas. Si c'est le cas, peut-être que j'en reprendrai un petit peu. Après, la problématique, vous le verrez à la fin, c'est la liquidité qui commence un peu à manquer. Et donc là, il va falloir quand même que je reprenne de la liquidité, que je laisse faire un peu les marchés. Je pense que je vais attendre peut-être février avant de me réinvestir. Et je vous dis ça, et pourtant, j'ai quand même mis un ordre sur une action pour le moment à l'achat. Il n'est pas passé, donc vous ne le verrez pas, peut-être pas cette année. Mais voilà, il faudrait vraiment que je retravaille sur ma liquidité quand même. Parce que j'ai pas la possibilité de profiter à chaque fois qu'il y a des grosses baisses, puisqu'il manque de la liquidité en ce moment. Après, c'est pas plus mal des fois de pas avoir de liquidité, ça vous permet aussi d'être tranquille, de vous dire bah de toute façon je peux rien faire, donc laissons les marchés faire leur vie, puis on verra. Et souvent ça évite de faire des erreurs.
GTT. Donc GTT fait partie de l'action des actions qui m'ont versé un dividende ce mois-ci, que j'ai reçu là il n'y a pas longtemps, donc vous verrez ça à la fin de la vidéo. Au niveau de GTT, pour le moment, ça se passe très bien. On voit les chiffres qui sont exponentiels, hein. C'est vraiment superbe. Il n'y a pas de dette, la trésorerie augmente, l'EBITDA augmente, le chiffre d'affaires augmente. Tout va bien sur DBT. Ils ont vraiment un business qu'ils ont bien sécurisé, ils ont des technologies à eux. Ils envoient leur propre personnel pour aller gérer en plus leur technologie. Donc du coup, ils vendent la technologie, ils vendent aussi le service derrière. Donc c'est vraiment, vraiment top. Maintenant, on va faire attention parce que les Chinois ont compris qu'il y avait un business à faire là-dedans et qu'il y avait de l'argent à prendre. Et donc je pense qu'on va les voir arriver dans le secteur de GTT d'ici 2 à 3 ans. On va les voir de plus en plus, je pense. Au niveau du PER 2024, on est à 15,6 fois les bénéfices. Le rendement est à 5,23%. Pour l'année prochaine, on a un PER annoncé à 12,7 fois les bénéfices, ce qui serait très bien, et un rendement à 6,34%. Au niveau de sa marge nette, on a plus de 45% de marge nette, on est aux alentours de 47-48%. Bon, c'est vraiment extraordinaire, et ça je vous le dis tout le temps, c'est vraiment un très bon dossier. Peut-être un poil cher, mais ça reste toujours un très bon dossier. Au niveau de GTT, évidemment, c'est 3 étoiles, hein, il n'y a pas de question à se poser là-dessus, c'est un très bon dossier. On a 15 actions actuellement, le PRU est à 126,14, plus-value latente de 2,25%. Le dividende est de 4,36€ par action, plus 41% par rapport à N-1. Je pense pas qu'on reprendra plus 41%, ni même plus 40% pour l'année 2025. Mais on verra bien, peut-être qu'on aura une surprise encore sur ce dossier. Au niveau du graphique, on était dans un biseau que vous pouviez voir avec la résistance en rouge au-dessus et le support qui maintenant est passé résistance en rouge. D'ailleurs, on voit qu'on a une partie du corps qui le touche, mais c'est plutôt en tendance baissière. Au pire des cas, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux imaginer peut-être, c'est qu'on aille reprendre un petit peu de vigueur sur la moyenne mobile 20 périodes, hein, qui se trouve à 118,88, et ce qui serait pas plus mal, puisque je pourrais rentrer un peu sur le dossier et continuer ma ligne tranquillement. Après, on voit aussi un support en pointillé vert, qui pourrait aussi faire office de support, tout simplement, puisque je viens de le dire. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être en récupérer aux alentours de 100€, et ça serait encore une meilleure nouvelle pour moi. Pour le moment, je ne rentre pas sur GTT, j'attends de voir ce qui se passe. Danone. Donc sur Danone, on est bien. Ça se passe plutôt pas mal, en tout cas mieux que sur l'action Nestlé que j'ai aussi sur mon portefeuille XTB. Que je vous mettrai d'ailleurs dans la description, et que je vous mettrai pas dans la description, mais je vous mettrai l'affiche si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc au niveau de Danone, pour le moment ça se passe plutôt pas mal. Ils gèrent bien leur portefeuille, ils sont en train de le renouveler pour aller vers des produits un petit peu plus sains, entre guillemets. Et ils ont aussi évidemment beaucoup de marques d'eau qui sont assez connues et qui n'ont pas les problèmes que Nestlé peut connaître actuellement avec ces marques d'eau qui... Peut-être même l'une d'entre elles qui pourrait disparaître. Donc vraiment la situation est vraiment à l'opposé avec Nestlé. En tout cas pour le moment. Au niveau de son chiffre d'affaires, on voit que ça n'évolue pas énormément. La dette baisse légèrement, l'EBITDA est plutôt stable. Bon, c'est un dossier que j'appelle plutôt stable. Voilà, le PER 2024 est à 16,2 fois les bénéfices. Le rendement est de 3,81%. Marge nette aux alentours de 8%. C'est un dossier qu'il faut avoir en fond de portefeuille sur un PEA, ça me paraît intéressant. Si vous l'achetez bien, vous la gardez, vous la laissez faire son petit travail. Vous voyez que le dividende, il est quand même versé quasiment en continu. Il n'y a pas forcément de grosse augmentation du dividende, mais au moins il est versé quasiment chaque année, même il n'y a pas eu de coupure depuis 6 ans. Donc ça c'est plutôt positif pour nous, sachant qu'il y a eu le Covid, hein, ils n'ont pas coupé leur dividende à cette époque-là, donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, on a un dividende de 2,10€ par action, plus 5% par rapport à N-1. Moi, j'ai 30 actions, PRU 51,92, plus-value latente de 23,42%. 2 étoiles pour Danone parce qu'on n'a pas de performance. On est vraiment sur un dossier qui est plutôt assez plat. Même si là, on voit qu'on s'approche des plus hauts historiques, vous verrez qu'elle va retracer assez rapidement. Je pense pas qu'on ira chercher des sommets. Même aller chercher les 70€, j'y crois que moyennement.
Donc on verra si je me trompe. Si je me trompe, bah tant mieux. De toute façon, moi je suis déjà dedans. Mais je crois pas trop qu'on ira chercher forcément des beaucoup plus hauts que son plus haut historique. La tendance reste quand même haussière, hein, malgré tout, mais je pense qu'on aura de nouveau un retracement. En tout cas, c'est mon avis, peut-être sur moyenne mobile 20 périodes, hein, aux alentours des 58,04, auquel cas peut-être que ça sera une occasion de reprendre un petit peu. LVMH, donc là, LVMH en ce moment c'est compliqué. On est toujours dans la même situation, hein, c'est un peu les mêmes impacts, et d'ailleurs c'est les mêmes impacts que pour les spiritueux, et notamment Pernod Ricard. Même problématique, problème avec la Chine, qui évidemment se heurte à l'Europe via ses voitures électriques, parce que l'Europe ne veut surtout pas faire entrer les voitures électriques chinoises sans les surtaxer, parce que sinon on sait très bien que le marché de la voiture électrique, bah, il sera complètement dominé par la Chine, et nos sociétés françaises ou européennes plutôt qui fabriquent des voitures, on pourra leur dire au revoir. À mon avis, et ça ce n'est que mon avis d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que les voitures européennes, leurs jours sont comptés. Je pense que Stellantis va disparaître dans la décennie ou dans les 20 ans qui viennent, je pense qu'elle disparaîtra. Je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui n'ont pas du tout le même avis que moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je vois pas comment on pourra tenir face à un géant chinois qui a des voitures qui sont pratiquement plus performantes, plus luxueuses et beaucoup moins chères sur des voitures électriques qui en plus, les trois quarts des composants sont fabriqués en Chine. Franchement, je vois pas comment on pourrait s'en sortir parce que là, la Chine a vraiment tout en main pour pouvoir faire disparaître le marché européen. Et comme on sait très bien que l'Europe a été très douée ces dernières années pour faire disparaître toutes les industries, et il y en a encore aujourd'hui qui disparaissent malheureusement, je vois pas comment la voiture va faire exception à tout ça. Donc je pense que c'est juste une histoire de temps. Pour moi, 10 à 20 ans, les voitures européennes, malheureusement, il y en aura sans doute plus. Ou alors, il en restera quelques-unes, mais elles se seront toutes regroupées ensemble. Et il n'y aura plus de Peugeot, de Renault, de ce que vous voulez. Tout ça, ça n'existera plus. Il n'y aura plus qu'une seule marque européenne qui sera fabriquée sans doute dans les pays de l'Est, puisque c'est là le moins cher. Sûrement pas en France, en tout cas, ni dans les pays les plus développés de l'Europe. Et on se contentera des miettes que la Chine voudra bien laisser à l'Europe. C'est malheureux, mais de toute façon, on en prend la direction. Hein. Et tous les jours, ça se confirme. Tous les jours, on perd des nouvelles industries qui étaient des fleurons européens ou des fleurons français qui partent ou qui disparaissent totalement parce que c'est pas possible, on peut pas tenir face à la Chine. Donc voilà. Sachant qu'en plus, hein, il est quand même important de savoir, je sais pas si vous le savez, mais l'Europe et la France notamment donnent des subventions aussi à la Chine. C'est-à-dire que c'est le premier pouvoir... c'est la première puissance économique, mais on les subventionne en leur donnant en plus de l'argent. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire dans cette histoire. Bref, passons. Nous avons un PER 2024 à 19,5 fois les bénéfices, un rendement de 2,24%. Le luxe, c'est un peu la seule chose que l'Asie ne pourrait pas prendre, puisque là, il y a du savoir-faire, il n'y a pas de technologie dedans. C'est vraiment des personnes avec leur savoir-faire et leur savoir-être qui travaillent sur des pièces d'exception, avec des tissus d'exception. Et donc là, c'est peut-être, à mon avis, notre porte de sortie et la possibilité pour la France, en tout cas, de garder des avantages, au moins sur ce secteur-là. Après, pour les autres secteurs, vraiment, je suis beaucoup moins enclin à être positif, malheureusement. Surtout pour tout ce qui concerne la technologie, évidemment. Et vous le voyez d'ailleurs même hein, dans l'IA, on est encore en train de se faire, exploser par la Chine, mais aussi par les États-Unis. Et nous, on a toujours 50 ans de retard. Et je vois pas aujourd'hui une situation où on est en train de se dire, on va changer tout ça. La problématique, finalement, elle est simple. Hein. C'est malheureux à dire, mais la problématique est assez simple. C'est que l'Europe et la France... ils sont très forts pour faire des règles, toujours plus de règles, toujours plus, jusqu'à temps que ça étouffe notre marché. Alors qu'au contraire, les autres pays comme les États-Unis et la Chine, eux, ils sont beaucoup plus enclins à fabriquer, à innover et à laisser leurs entreprises se développer et créer de la richesse. La différence, elle est juste là. Donc actuellement sur LVMH, j'ai 3 actions, j'ai un PRU à 651,51.
Moins-value attente de 3,59%. 13 € par action actuellement, plus 8% par rapport à N-1. L'année prochaine, je pense que le dividende va baisser parce que là, elle est un peu en difficulté pour le moment. D'ailleurs, vous voyez que la moyenne mobile 20 périodes a plutôt tendance à baisser et à essayer d'aller rejoindre la moyenne mobile 50 périodes. C'est pas encore fait, mais en tout cas, ça prend le chemin. Moyenne mobile 20 périodes, on est à 720,08. Moyenne mobile 50 périodes, 662,76. Et l'action est-elle à 628,10 actuellement. Ensuite, Air Liquide. Donc, Air Liquide, je suis passé au nominatif. Donc, ça y est. Enfin. Oh, je suis allé un petit peu trop vite, pardon. On va revenir en arrière. Donc, j'ai passé mes actions au nominatif, mes 10 actions. Vous le verrez là, à la fin du portefeuille, vous allez voir. Sur Air Liquide, donc, on a une évolution du chiffre d'affaires, qui est léger, mais qui augmente. Une dette qui baisse légèrement. L'EBITDA qui augmente aussi légèrement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le PER 2024 est à 21,7 fois les bénéfices. Le rendement est de 2,19%. La marge nette au-delà des 12%, mais on dirait aux alentours de 13%. C'est plutôt correct et je reste persuadé que ça restera un très bon dossier avec de toute façon de plus en plus d'utilisation, notamment pour l'hydrogène. Et Air Liquide sait faire au niveau de l'hydrogène, donc ça c'est plutôt positif pour le futur. D'ailleurs, l'Europe aurait plutôt intérêt à mon avis, aller plus vers l'hydrogène que vers l'électrique, mais ça sera encore autre chose. Au niveau des dividendes, donc 3,20 € par action, plus 8% par rapport à N-1, 10 actions, je vous l'ai dit, 154,11 au niveau du PRU, plus-value latente de 0,82%. Donc là, elle a pas mal baissé. J'aurais pu peut-être en reprendre un petit peu avant de passer au nominatif. Malheureusement, si vous avez regardé ma vidéo sur Bourse Direct pour vous expliquer comment est-ce qu'on passait son action Air Liquide au nominatif, vous n'aviez que jusqu'au 13 décembre pour pouvoir le faire. Passé le 13, ils n'acceptaient plus chez Bourse Direct de passer vos actions au nominatif, parce que c'est pas comme certains courtiers chez Bourse Direct. Il faut leur envoyer un message et après il faut qu'ils le prennent en compte. Donc moi en tout cas ça a bien été pris en compte et je vais pouvoir bénéficier davantage de Air Liquide en 2026, donc ça c'est plutôt pas mal pour moi. Au niveau du dividende, vous voyez qu'il a plutôt tendance à augmenter d'année en année, un petit peu par un petit peu, mais il augmente, donc c'est plutôt très bien sur la société, et évidemment elle mérite ses 3 étoiles. C'est une société bon père de famille de toute façon, Air Liquide. Elle est plus ou moins posée sur la moyenne mobile 20 périodes, elle l'a un petit peu enfoncée, ce serait bien que là on repasse tout de suite au-dessus, qu'on n'aille pas se faire peur forcément plus bas. On est à 155,38, on a une moyenne mobile 20 périodes à 157,73, une moyenne mobile 50 périodes à 132,93. Pour le moment c'est plutôt correct, et de toute façon Air Liquide, si elle devait revenir sur la moyenne mobile 50 périodes aux alentours des 130, ce serait évidemment pour moi un signe d'achat et plutôt des soldes. Alors, c'est le moment, comme d'habitude, de vous rappeler que j'ai créé une nouvelle chaîne, donc une chaîne qui s'adresse plus à des débutants. Mais malgré tout, vous pouvez toujours, même si vous avez un compte en bourse depuis quelques années, y jeter un petit coup d'œil. Il y a toujours des informations intéressantes. Je vous réexplique ce que c'est la bourse, comment investir. Et notamment la dernière vidéo que j'ai faite, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne secondaire, qui est les 4 leçons millénaires pour votre portefeuille moderne. Donc il s'agit des 4 leçons que j'ai pu tirer de ce magnifique livre qui est L'homme le plus riche de Babylone. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et donc là, je vous redonne les 4 critères vraiment qui ont été déterminants pour moi et qui m'ont permis de mettre des choses en place, notamment ne serait-ce que se payer en premier, que j'utilise souvent sur la chaîne. C'est de là que je le tire. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir sur la chaîne secondaire cette vidéo, qui à mon avis va vous apporter quelques éléments en plus sur l'investissement, et surtout comment mettre en place son investissement de façon logique et de façon automatique. Parce que c'est toujours le plus important, c'est d'avoir des automatismes sur la bourse et d'avoir du long terme. Et c'est exactement ce dont quoi je parle dans cette vidéo. Allez, on continue. Alors, on attaque donc maintenant la deuxième partie du PEA. Donc on a L'Oréal. Donc L'Oréal qui retrace aussi un petit peu, bon, de toute façon comme toutes les actions.
On peut voir en tout cas que sur L'Oréal, le chiffre d'affaires est toujours très positif, hein. On a toujours de la hausse, donc ça c'est très bien. On voit l'EBITDA qui augmente, plus de dettes, on a même de la trésorerie qui s'installe, donc c'est plutôt très bien. On a un PER 2024 à 32,6 fois les bénéfices, plutôt élevé, hein, puisque le PER, on peut s'accorder sur le 440, c'est plutôt aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc là, le PER est quand même assez élevé. Au niveau du rendement 2024, on a 1,66%, donc le rendement augmente légèrement, mais il augmente d'année en année, donc moi ça me convient. La marge nette est aux alentours de 16%, donc vraiment on est sur un dossier très qualitatif, avec de toute façon des besoins qui resteront, des besoins que tout le monde va avoir, et un marché qui continue à grossir, ne serait-ce que par exemple le marché indien, qui à mon avis n'est pas encore un marché où L'Oréal est énormément implanté. Bah, ils vont pouvoir aussi développer de la croissance sur des marchés émergents comme l'Inde, et je pense que c'est un marché qui est tellement gros que là vraiment il va y avoir de quoi faire. Vraiment, vraiment de quoi faire, ils vont pouvoir aller vendre à mon avis quelques shampoings là-bas, et ça pourrait vraiment faire exploser leurs chiffres dans les années à venir. Après, c'est pareil, hein, on a toujours ces problématiques avec les États-Unis et la Chine, donc il va falloir résoudre un peu ces problèmes-là, mais sur du long terme, si vous avez une vision comme moi, au moins 20 ans, vous vous doutez bien que ça va pas durer pendant X années tout ça. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, au niveau de la voiture électrique pour le marché chinois, essayer de les bloquer, ça, à mon avis, ça va durer peut-être une décennie au grand maximum, et ensuite ça sera terminé, puisque les Chinois ont la possibilité de toute façon de venir implanter leurs usines directement en Europe, et du coup, plus de droits de douane, plus rien, et là ils peuvent faire exploser le marché. Donc là, c'est aussi la problématique. Et au niveau des États-Unis, même si ça se tend un petit peu avec Trump pour les 5 prochaines années, je crois que c'est 5 ans hein, qui sont élus, Trump ne restera pas non plus pendant 150 000 ans, donc à un moment il partira, et on aura un nouveau président, et les relations redeviendront sans doute beaucoup moins tendues. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment se projeter sur du long terme, et là pour le moment, si on a des baisses et des retracements importants, bah, c'est plutôt des opportunités de réachat pour nous. Donc sur L'Oréal, j'ai 4 actions, donc vous voyez que ma ligne elle est encore loin d'être terminée. Il faudrait au moins que j'en ai une dizaine, hein, ça serait l'idéal. J'ai un PRU à 366,14, plus-value latente de moins 7,97%. Le dividende est de 6,60€ par action, plus 10% par rapport à une moins 1. On verra s'il continue à augmenter le dividende. Je pense qu'on aura peut-être sans doute le même effet qu'avec le LVMH, on risque d'avoir un dividende qui baisse légèrement en 2025. Après, toutes ces sociétés sont pas aidées non plus hein, par nos politiciens, donc forcément, on peut pas leur demander non plus de faire des miracles hein, quand tout se stress, tout se contracte pardon autour de nous. Et je vous parle même pas encore de la prochaine loi, les prochains budgets de notre État qui n'a toujours pas été voté. Donc maintenant, il va falloir repasser tout ça, reproposer un nouveau budget, et sans doute, il est fort à parier qu'ils continuent à vouloir essayer de taxer les grosses sociétés. Donc il faudra voir ce que ça va donner. En tout cas, vous pourrez remarquer que le fait que le budget n'a pas été voté, en tout cas que ça a été censuré, et que du coup on a perdu le Premier ministre et qu'on a changé, ça n'a pas forcément non plus réjoui les marchés, et les sociétés qui devaient, elles, être surtaxées, bah, ça n'a pas fait exploser forcément leur cours. Hein, parce qu'aujourd'hui, comme vous et moi, on se pose tous la question de savoir comment on va se faire manger, comment ça va se passer après pour le prochain, pardon, je cherche gouvernement. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Voilà, donc on va attendre. Ensuite, Nexity. Donc Nexity a fait le boulot. Donc maintenant, ça serait bien que l'immobilier reparte, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Ça continue à chuter. Il prévoit même pratiquement 100 000 suppressions de postes, je crois, pour l'année 2025. Donc ça va être encore une belle boucherie, je pense. Malheureusement pour moi qui suis sur Nexity. Malgré tout, Nexity a quand même fait le boulot, hein, puisqu'ils se sont séparés d'un actif pour essayer de rembourser un peu la dette. Donc la dette sera sans doute beaucoup moins importante. Là, on voyait que pour 2024, la dette était de 1,409 milliard. Donc c'était quand même assez important. Là, aujourd'hui, elle devrait de façon significative baisser.
ils ont licencié énormément de monde aussi. Donc logiquement, la dette devrait être beaucoup moins importante. La société devrait être un petit peu mieux. Peut-être voir dégager, bon, on va peut-être pas aller jusque là, mais peut-être dégager du bénéfice, on verra. Donc j'espère que tout ça va plaire un petit peu plus au marché, mais malheureusement, si on est tous dans la même situation de se dire qu'aujourd'hui c'est pas le moment d'aller dans l'immobilier parce qu'on sait pas où on va et que notamment l'immobilier neuf stagne complètement, voire même est à l'arrêt total. Il y a plein de sociétés qui faisaient du primo-accédant, des sociétés qui faisaient de la construction de maisons neuves. Bah, toutes ces sociétés, il y en a 80% qui vont disparaître là d'ici à fin 2025. Donc c'est là où la question se pose. Comment est-ce que le marché va voir ça? Est-ce que le marché va se dire, bon, 2025, c'est peut-être le moment de revenir sur des dossiers comme Nexity pour anticiper 2026 ou 2027? On verra. Au niveau de Nexity, donc forcément une étoile. Hein. Au niveau des quantités, j'en ai 100. Malheureusement pour moi, j'étais trop investi sur Nexity. J'ai un PRU à 21,62, moins value latente de 41,18%. Évidemment, il n'y a pas de dividende, hein, ça paraît assez logique pour Nexity, et donc la coupure de dividende qui était la première depuis 6 ans, même apparemment en 2020, lorsqu'il y a eu le Covid, il n'y a pas eu de coupure de dividende, une baisse mais pas de coupure. Bon ben là, la coupure on l'a, et ça serait bien que ça dure pas trop longtemps. Alors, est-ce que je préfère que Nexity me reverse un dividende, ou est-ce que je préfère que Nexity repasse au-dessus de mon PRU? Très honnêtement, je préfère que Nexity repasse au-dessus de mon PRU et que je puisse sortir du dossier, récupérer cette liquidité pour remettre dans des secteurs qui me paraissent être beaucoup plus intéressants. L'immobilier maintenant sur le PEA, je pense que je vais oublier. Je pense que si je fais de l'immobilier, je le ferai à travers d'autres classes d'actifs et peut-être sur le CTO, notamment avec les REITs. Au niveau du graphique, donc on voit que ça cherche à travailler la résistance. Alors, en même temps qu'on a la résistance, on a aussi la moyenne mobile 20 périodes qui arrive hein, à 13,18. Donc il faudrait qu'on arrive à casser cette moyenne mobile 20 périodes et la résistance en même temps pour se donner une chance d'aller rechercher les 22 € qui serait pour moi une porte de sortie. Ce qu'on peut voir, est-ce que c'est positif ou pas? C'est la première fois depuis un petit moment qu'on peut voir que maintenant le point haut est plus haut que le point bas précédent. Donc là, si je vous montre avec la souris, là on a le point haut, il est plus haut que le point bas précédent qui se trouve ici. Donc ça c'est plutôt quelque chose de positif. Il faut que ça continue, il faut qu'elle continue à latéraliser, à aller chercher toujours un point haut plus haut que le point haut précédent. Schneider. Donc, Schneider, super dossier. J'ai qu'un regret évidemment, c'est de ne pas avoir plus d'actions, hein, forcément, vu comment elle a explosé. Bon, là maintenant je ne peux que la regarder et attendre que on revienne et que la société reprenne un petit peu de force et qu'elle pas de force mais plutôt qu'elle souffle un peu, parce que là elle a vraiment fait un rallye énorme hein, sur ces derniers temps. Donc il y a un moment où ça va souffler, et quand ça va souffler ça va retomber un petit peu, et là ce sera peut-être des opportunités de revenir sur le dossier. Pour le moment je ne vois pas de situation d'entrée pour moi. J'imagine que pour vous non plus, hein, on est quand même très très haut aujourd'hui. Il vaut mieux la garder de côté, continuer à la suivre, mais attendre de revenir au moins vers les 200 €. On va le voir après sur le graphique. Au niveau du PER 2024, on est à 20 fois les bénéfices. Le rendement est de 2,31%. Il augmente. La marge nette est aux alentours de 12-13%, un peu comme Air Liquide. On est dans la même gamme de dossiers, hein, des dossiers très qualitatifs que j'apprécie énormément. On voit qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires, pas fulgurant mais ça augmente. L'EBITDA augmente, la dette baisse. Bon voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est un dossier que j'apprécie et que je pourrais presque acheter les yeux fermés comme je peux le faire avec Air Liquide. On est vraiment dans le même type on est dans la même typologie, sauf que Schneider a vraiment explosé au niveau de son prix là ces derniers temps. J'ai donc, comme je vous ai dit, j'ai 5 actions. Un PRU à 149,41, plus-value latente de 60,46%. Vraiment très bien. 3,50 € par action, plus 11% par rapport à N-1. Et je pense que l'année prochaine, on aura une augmentation du dividende sur ce dossier, peut-être de l'ordre de 5 à 10%. On va voir ce que ça donne. Sur le graphique, vous voyez, on est avec la résistance. On tape la résistance et on la colle, surtout. Hein. Il y a des mèches qui sortent, mais elles restent collées quand même à la résistance.
ça tape, ça tape, ça tape. Est-ce qu'on va réussir à sortir de cette résistance, à passer au-dessus et transformer la résistance en support? Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle d'un côté, parce qu'on sait qu'on continuera à avoir de la performance, et d'un autre côté, ce sera aussi qu'on ne pourra toujours pas rentrer sur le dossier parce qu'elle va continuer à monter. Il faut aussi des fois faire des choix, c'est pas toujours facile. Vous voyez que par le passé, hein, on a eu des accélérations, notamment on voit en 2022, on a fait une belle accélération. Ça avait bien accéléré depuis 2020 presque à 2022. Et ensuite on a eu une petite pause où ça a commencé à retomber. Elle est même passée sous sa moyenne mobile 20 périodes. Et puis ensuite elle a reconsolidé à plat. Et ensuite elle est repartie comme on peut le voir. Et là elle continue de monter. Donc on va attendre la prochaine fois où elle va ressouffler et on va avoir des opportunités peut-être sous la moyenne mobile 20 périodes, voire même sur la moyenne mobile 20 périodes, je pourrais être susceptible d'aller en rechercher à 197,40, je pourrais en prendre quelques-unes. Après la moyenne mobile 50 périodes serait encore mieux, là on est à 157,16, ce serait top. Mais je pense que ça pourrait arriver pour le prochain crack, sachant qu'on va en avoir un de toute façon là dans les 5 ans qui viennent, on aura forcément un crack boursier qui va arriver. Soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, soit dans 3 ans, mais vous pouvez être sûr que là, dans les 5 ans qui viennent, on aura un crack boursier, à un moment ou à un autre. Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, c'est un dossier que je ne souhaite plus garder dans le portefeuille, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit. Alors par contre, je considère que le dossier reste quand même suffisamment bon pour ne pas partir du dossier en moins-value. Pour le moment, j'attends de voir ce que va se passer avec Rémi Cointreau. Dans la même situation de toute façon que LVMH et que Pernod Ricard, hein, toujours cette problématique avec la Chine et les États-Unis. Donc on va voir ce qui va se passer sur 2025. Lorsque des actions qui sont quand même des actions qui ne sont pas les meilleures actions au niveau des fondamentaux, mais qui ont quand même des fondamentaux corrects, baissent autant, on peut s'attendre peut-être à 2025 ou 2026 un retour de Rémi Cointreau avec une performance peut-être plus élevée qui pourra me permettre de sortir du dossier. Au niveau de son chiffre d'affaires, on voit que ça augmente légèrement jusqu'en 2027. L'EBITDA il est plus ou moins stable. Par contre, la dette augmente légèrement. Ça, c'est pas forcément négatif pour Rémi Cointreau que la dette augmente parce qu'il va falloir de toute façon qu'ils aillent chercher de la performance externe, alors soit sur de la diversification au niveau du business, soit en récupérant d'autres marques, je ne sais pas, mais en tout cas il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Il ne faut pas qu'ils s'endorment sur leur laurier, qu'ils disent juste bah, vous inquiétez pas, quand ça ira mieux avec la Chine et les États-Unis, on va repartir. Ça suffira pas, je pense. Donc là, il y a vraiment urgence que Rémi Cointreau se bouge et que peut-être qu'ils investissent un petit peu plus, avec évidemment de la sagesse derrière, on n'investit pas n'importe comment non plus, mais au moins qu'ils réinvestissent pour essayer d'aller chercher de la performance externe, par exemple. Au niveau du rendement, donc j'ai le rendement 2025 annoncé à 3,29%. Je pense pas qu'on sera à 3,29, on le revérifiera l'année prochaine. À mon avis, on sera en dessous, hein, puisque là, on est quand même sur une situation très compliquée pour Rémi Cointreau. Ou s'ils tiennent leur 3,29, c'est qu'ils vont aller nous chercher de la dette quelque part. Ils vont être obligés d'emprunter pour verser le dividende. Et moi, c'est pas du tout ce que je souhaite pour Rémi Cointreau. Même à la limite, je préférerais qu'ils me disent on verse plus de dividendes pendant 1 an, on garde tous nos bénéfices pour essayer de les réinvestir et essayer de retrouver de la croissance. Je préférerais largement avoir ce discours plutôt que de les voir se forcer à nous donner ces 3,29% pour l'année 2025 en allant chercher de la dette et en étant obligés de dépasser les 100% de leurs bénéfices. Ça sera à mon avis une grosse erreur de leur part. Au niveau de la marge nette, on est aux alentours de entre 16 et 18, on va dire 17%. C'est correct, mais il va falloir voir s'ils arrivent à la tenir encore. Pour le moment, j'ai 20 actions, j'ai un PRU à 82,31, moins value latente de 28,56%. Le montant des reversements d'actions, enfin du dividende par action, pardon, je cherchais mes mots, est de 3 €, plus 5% par rapport à N-1. Elle avait commencé à accélérer un petit peu, là elle est en train de remonter, elle était repassée au-dessus des 60 €. Malheureusement, toujours la même chose, hein, lorsque l'action commence à remonter un petit peu, qu'elle repasse des niveaux qui commencent à être intéressants pour certains investisseurs, il y a des prises de profit qui se font, et donc forcément la société retombe, le cours de l'action retombe,
et on se retrouve de nouveau en dessous des 60 euros. Donc ça, je risque de le voir de toute façon encore pendant pas mal de temps. Lorsqu'elle arrivera à 70, fort possible qu'il y ait des gens qui prennent leur profit, du coup elle retombe encore à 60 et ainsi de suite. C'est là toute la difficulté qu'elle va avoir pour revenir aller chercher mes 81 ou 82 euros par exemple. Sans parler que sa moyenne mobile 20 périodes est en chute libre aussi. Donc on est à 95,42. On a une moyenne mobile 50 périodes à 134,45. Et on voit pas pour le moment un retournement quelconque sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça aussi, ça sera à surveiller. Kering. Donc Kering, c'est malheureusement un choix aussi qui n'a pas été payant. Donc il ne me semblait pas l'avoir acheté si cher que ça. Bon, finalement si. Au vu de ses fondamentaux et au vu de... Surtout, finalement, c'est pas les fondamentaux qui sont si importants chez Kering, c'est plus le management. Le management, c'est vraiment... j'ai rarement vu une société où le management est aussi mauvais. C'est vraiment du grand n'importe quoi, ils sont partis n'importe où. Ils ont complètement dégoupillé, ils ont oublié que c'était une société qui était dans le luxe, qu'il fallait garder des modèles emblématiques et avoir une marque forte. Et au final, ils ont voulu aller draguer les petits jeunes millionnaires de Chine, notamment. C'est ce qu'on a pu voir avec Gucci, notamment, en sortant des vêtements très colorés, très fashion, qui sont des vêtements finalement de collection, de mode, d'une période de la mode. Et une fois que cette période elle est passée, bah, c'est terminé, vous n'avez plus votre clientèle qui est là, et vous vous retrouvez tout seul. Donc c'est vraiment l'erreur qu'ils ont fait. Ils auraient vraiment dû garder le même schéma que pour une société comme LVMH, qui, elles, ou Hermès, qui sont plutôt, elles, sur des produits qui sont emblématiques, qui sont toujours là, les sacs à main, qu'on verra encore pendant 20 ou 30 ans, sans doute même 40 ans ou 50 ans, que tout le monde connaît, mais que tout le monde a envie d'avoir, malgré le fait que c'est des sacs à main qui ont été créés peut-être il y a 30 ans ou 40 ans. Ça, c'est la force de LVMH et de Kering, et de Hermès, pardon, ce que Kering n'a absolument pas fait, et j'espère qu'ils vont réfléchir un peu plus et qu'ils vont chercher ce produit emblématique qui pourrait traverser les générations. C'est ça que je voulais dire. Traverser les générations, c'est ce que Kering n'a pas fait, et c'est vraiment dommage. Donc c'est pas perdu, hein. Ils ont remis un nouveau responsable des collections chez Gucci, donc espérons qu'il fasse du bon boulot, et espérons aussi que Kering ait compris sa leçon et que maintenant ils vont essayer de diversifier un peu plus leur portefeuille pour ne pas être exposé à plus de 50% sur Gucci. Le chiffre d'affaires semblait augmenter là pour jusqu'en 2025, je pense que là il va falloir le vérifier. La dette aussi était censée être en baisse, avec un EBITDA en hausse. J'attends quand même de vérifier les chiffres là en début d'année, parce que je ne suis pas persuadé que ça va toujours être la même chose. Ça me paraît assez difficile quand on voit qu'elle continue à baisser tout le temps. Je vois pas comment le chiffre d'affaires peut continuer à augmenter avec l'EBITDA et la dette baisser alors qu'ils vendent de moins en moins. C'est malheureux à dire, mais c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui. Alors après, ils peuvent aussi, encore une fois, diversifier en interne le portefeuille, aller chercher d'autres produits. Il me semble qu'il y a un des fils du PDG qui est en train de développer les montres. Donc pourquoi pas essayer de développer les montres de luxe. Après, dans tous les cas, ils sont en train de partir dans des secteurs où il y a déjà des concurrents, où il y a déjà des grosses marques implantées. Donc il va falloir qu'ils se fassent leur trou, et pour faire leur trou, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est un peu la problématique. Au niveau du PER 2024, on est à 14 fois les bénéfices, le rendement est de 3,42%, marge nette aux alentours de 18-20%, donc ça c'est plutôt bien, il faut espérer que ça tienne. En tout cas, ils ont toujours la capacité de verser le dividende, ce qui fait que pour le moment, je reste sur le dossier. J'ai 5 actions pour le moment, j'ai un PRU à 429,58, moins value attente de 45,48%, et le dividende par action est de 14 €, stable par rapport à une -1. C'est très bien, il ne faut pas l'augmenter, hein. Là, vu leur situation, il ne faut pas l'augmenter. On voit qu'on est très proche d'aller toucher le support en pointillé vert. La moyenne mobile 20 périodes est à 354,15. Pas non plus en position de se retourner. Pour le moment, elle est plutôt en train de chuter. On a une moyenne mobile 50 périodes à 475,68. Et donc pour moi, l'objectif, ça sera d'aller chercher sans doute cette moyenne mobile 50 périodes pour pouvoir sortir. Après, si elle continue à verser son dividende pour le moment, je vais m'en contenter en espérant qu'elle ne descende pas beaucoup plus bas.
Je voulais renforcer un moment, mais finalement je pense que je vais pas renforcer le dossier, je vais le laisser comme il est, et je vais prier pour pas que ça, même si je suis pas croyant, mais je vais quand même mettre un petit quelque chose en espérant que, peut-être allumer un petit cierge ou quelque chose comme ça à ce niveau-là, pour espérer qu'elle ne passe pas sous les 200 € et qu'on tienne ce support en pointillé vert et qu'elle reprenne un petit peu d'allant en avant et qu'elle reparte avec notamment, pourquoi pas, repoussée par la marque Gucci qui redeviendrait un petit peu plus attractive. Mais comme je vous ai dit, ça va pas se faire du jour au lendemain. Rubis. Au niveau de Rubis, on a des opportunités en ce moment, hein, elle est plutôt assez basse. Après, c'est pas une action non plus qui va exploser à la hausse, elle est aussi très liée au pétrole, malgré le fait qu'elle est en train de bien travailler aussi son portefeuille d'énergie renouvelable. Pour le moment, le PER 2024 annoncé est à 6,30 fois les bénéfices, en baisse par rapport à 2023. Elle a un rendement du dividende à 9,93%, qui augmente par rapport à 2023, donc c'est plutôt bien. La marge nette aux alentours de 6%, c'est pas énorme mais c'est correct. On voit que le chiffre d'affaires est plutôt stable, la dette aussi, hein, ça varie pas trop, et l'EBITDA pareil. Par contre, on a le leverage qui commence à être aux alentours des 2. Donc, lorsque le leverage est à 4, je vous ai déjà dit que c'était pas très bon signe du tout. Donc là, on surveillera ça. Elle a investi notamment dans une société qui s'appelle Panosol qui fait de l'agro-photovoltaïque. Donc c'est-à-dire elle pose des panneaux solaires dans les champs où vous avez les brebis ou les moutons ou les vaches ou que sais-je, et qui va utiliser ces parcelles d'agriculture pour pouvoir émettre des panneaux solaires. Donc ça va avoir plusieurs utilités, donc, notamment ne pas utiliser les terrains pour rien déjà, avoir des surfaces des champs qui sont quand même assez importants, donc on pourrait mettre quand même pas mal de panneaux dessus. Ça protège aussi les animaux, parce que visiblement ils se sont rendus compte que c'était aussi bénéfique pour les animaux qui apprécient le fait que ça les protège de la pluie ou des grêles ou du soleil. Ça protège aussi l'herbe qui se trouve dessous, puisqu'on a pu remarquer aussi avec certaines études que l'herbe repoussait mieux du fait qu'elle est un peu plus à l'ombre. Elle crame pas, notamment quand c'est l'été avec les canicules, donc ça c'est plutôt un côté positif. Maintenant, le côté négatif, c'est qu'il commence déjà à y avoir des associations, comme toujours de toute façon en France, des associations sans doute de protection de l'environnement, qui sont en train de s'opposer à ça, et certains départements ou régions essayent même de le faire interdire. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils font de l'énergie renouvelable, et ils essayent de moins polluer et d'amener des choses un peu plus vertueuses, entre guillemets, parce que vertueux, est-ce que ça existe réellement? J'en suis pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, ils ont toujours des associations, il y a toujours des gens pour dire non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Bon, faut rien faire de toute façon, en France c'est toujours la même chose, on peut jamais rien faire. Et après on se demande pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc ça sera à surveiller, hein, parce que si ça devait se généraliser à toute la France, ça pourrait devenir compliqué évidemment pour leur business. Mais on n'en est pas là. En tout cas, on a des actionnaires intéressants qui sont rentrés sur le dossier. On a des gros actionnaires, notamment la famille Bolloré. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Hein. Pourquoi pas se faire racheter aussi à 30 €, ça serait pas mal s'ils se faisaient racheter à 30 €. Moi, ça m'irait tout à fait. Hein. Je ferais un bon bénéfice dessus, puis voilà. On sortirait du dossier, on irait voir ailleurs. Dans tous les cas, je pense que Rubis va avoir du mal. C'est l'une des seules actions quasiment avec Sanofi à avoir versé un dividende en augmentation depuis des années et des années. Là, ils arrivent pratiquement aux 10% de reversement du dividende. Il y a un moment, ça va plus être tenable non plus. Donc, peut-être que ça sera le moment de se dire, plutôt que de ne plus avoir le dividende qui augmente, d'être racheté, ou on verra, ou sortir de la cote, je ne sais pas, et être racheté à 30 ou 40 €, pourquoi pas. Après, bon, tous les fantasmes sont possibles à partir du moment où, pour moi, c'est positif, ça ira. Hein. Mais c'est pas pour tout de suite, de toute façon, vous inquiétez pas par rapport à ça. Et quoi qu'il en soit, pour le moment, je suis sur le dossier, je prends mes dividendes, elle continue d'augmenter d'année en année, donc moi ça me convient. Au niveau du graphique, donc vous voyez qu'on est dans un biseau aussi, un petit biseau avec le support en vert plein dessous, la résistance en rouge pleine au-dessus. Là vous voyez que le biseau se forme, hein, on travaille dedans pour le moment.
On voit que les deux moyennes mobiles se sont rejointes quasiment au même endroit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va repasser au-dessus des moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes pour aller rechercher les 30 euros peut-être? Ou est-ce qu'au contraire, on va revenir sur le support aux alentours des 20 euros? Si on revient vers les 20 euros, peut-être que j'en reprendrai quelques-unes, une dizaine ou une cinquantaine, on verra, histoire de faire une ligne qui est plutôt correcte, puisque c'est un support qui est quand même aussi à long terme. Il n'y a pas forcément de raison de ne pas continuer à faire la ligne, surtout avec tout ce que je viens de vous dire. Eramet, donc Eramet c'est pareil, on pourrait aller chercher des niveaux qui seraient vraiment intéressants. Donc pour le moment je suis patient. Je prends le risque aussi que ça reparte et que du coup je ne puisse pas revenir sur le dossier. Après c'est pas grave, je suis déjà investi, je voudrais faire grossir un petit peu ma ligne. J'attends quand même parce que elle a quand même tendance à baisser, à couper son dividende ou à le baisser, sachant que l'État est actionnaire d'une partie de la société. Donc ça reste quand même compliqué. Malgré tout, j'ai quand même confiance en ce dossier. On va regarder quand même les chiffres, après je finirai ce que je voulais vous dire. Le PER 2024 est à 4,16 fois les bénéfices, le rendement à 4,87%, marge nette au-dessus des 10%, donc ça c'est très bien. Mais le fait d'avoir l'État, pour une fois, me dit que ça peut être... c'est assez rare et c'est même contre-intuitif, hein, puisque généralement on va pas vers les sociétés où l'État est actionnaire. Mais là je considère que comme l'État est actionnaire d'Eramet, ça protège un peu la société parce que c'est une société qui fait son business à l'étranger. Hein. C'est pas quasiment pas en France qu'elle a des ressources minières. C'est très peu de ressources minières de toute façon en France, donc forcément elle va dans d'autres pays, notamment des pays d'Afrique noire. Et pour ça, elle a besoin forcément du soutien de l'État français. Et on l'a vu la dernière fois où Eramet a énormément baissé à cause d'un coup d'État qui s'était passé dans le pays. Bah, tout de suite, l'État a pris les choses en main, beaucoup plus vite d'ailleurs même que pour si nous on était concernés par un problème. Hein, ça faut, on va le souligner et le mettre entre guillemets. Mais bon, c'est quand même une réalité. Ils ont tout de suite réagi pour voir ce qui se passait là-bas parce qu'ils savent très bien qu'on a des intérêts et qu'on n'a pas envie de les perdre ces intérêts et que on exploite suffisamment bien le pays. Et Eramet, évidemment, en profite hein, pour faire son business dedans. Donc c'est pour ça que je reste quand même assez convaincu sur ce dossier. Et de toute façon, des matières premières, on a tellement peu déjà, on a tellement peu de sociétés qui nous ramènent de la matière première que on peut pas se passer d'une société comme Eramet. Donc je suis plutôt confiant sur le dossier. Après, là où j'ai des petites réticences, mais j'en ai conscience, c'est que le dividende peut être coupé, et vous le voyez d'ailleurs en bas, il a été coupé 2 fois. Il peut être coupé parce que l'État décide de le couper pour X raisons. On ne sait jamais pourquoi ils décident d'ailleurs, mais bon. Ils peuvent décider de couper le dividende du jour au lendemain, ça c'est quelque chose dont je suis tout à fait conscient, et c'est une partie de la société que j'accepte. Voilà. Après, je ne serai pas non plus, ça ne deviendra jamais la première ligne de mon portefeuille, hein. Soyons tout à fait honnêtes. Hein. Elle fera plutôt partie des dernières lignes de mon portefeuille avec des lignes qui peuvent représenter peut-être 2 ou 3% du portefeuille, grand maximum, ça serait correct, je pense. Ce serait correct. Ensuite, au niveau du graphique, donc vous voyez qu'on est repassé sous le support qui est passé résistance maintenant, en rouge plein. On voit les deux moyennes mobiles qui se chevauchent, donc moyenne mobile 50 périodes est passée au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Moyenne mobile 50 périodes à 74,55, moyenne mobile 20 périodes à 72,12. Donc pour le moment, c'est pas l'idéal, donc j'attends de voir si elle va passer sous les 50 euros. À ce moment-là, j'en reprendrai sans doute un petit peu. Je pense que ça peut arriver malheureusement parce que les moyennes mobiles sont en train de se retourner et que je vois pas dans le graphique une situation positive pour le moment. D'autant plus que vous avez une résistance en pointillé rouge qui est baissière aussi. On va taper la résistance, on va taper peut-être 2 résistances. Donc c'est moyen pour le moment. Mais c'est des opportunités d'achat pour long terme et construire sa ligne tranquillement. De Richebourg, de Richebourg c'est plutôt pas mal. J'ai peut-être même un petit regret, c'est de ne pas en avoir acheté un petit peu plus lorsqu'elle était un peu plus bas au niveau des 4,20. On verra ça après sur le graphique. Pour le moment, le PER 2024 est à 4,16 fois les bénéfices. Au niveau de ses chiffres d'affaires, vous voyez que c'est plutôt plat. Une petite augmentation, mais très légère. La dette baisse légèrement. On a un EBITDA qui augmente, mais c'est pas non plus énorme. Leverage négatif quasiment à 0,75, donc ça, pas de souci là-dessus.
Marge nette aux alentours des 9%, j'allais dire 9%, c'est plutôt 6%, entre 5 et 6. C'est pas énorme, mais en même temps on est dans une société qui fait du service. C'est pas glamour, mais c'est des sociétés dont on a besoin et des sociétés qui vont avoir des avantages forcément importants puisqu'elles sont sur le marché depuis longtemps, avec tous les services qu'on connaît de Richebourg qui sont importants, hein. Tout ce qui est recyclage, tout ce qui est service à la personne, et j'en passe. Donc je trouve que c'est plutôt une société qui est intéressante, assez bien diversifiée dans différents secteurs d'activité, un portefeuille bien élargi. Après, ça sera jamais non plus une société qui va être première sur mon portefeuille, hein. C'est plutôt une société qui aura vocation à être avec Eramet dans le bas du portefeuille, qui peut m'amener un dividende intéressant. On va pour 2024, c'est 6,84%. Mais le dividende peut aussi baisser très rapidement. Il y a toujours cette problématique d'avoir de la main d'œuvre. La question à se poser, c'est pour le futur, hein, il y a de moins en moins de main d'œuvre disponible, de moins en moins de gens qui ont envie de travailler. Peut-être de travailler, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'aller travailler dans des métiers qui sont assez durs physiquement. Et donc là, on est quand même dans le cas avec de Richebourg. Donc peut-être que ça sera une limite, mais en se projetant sur 20 ans, on peut se dire que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les 20 prochaines années. On le voit de toute façon si on regarde dans le rétro, hein, sur les 10 dernières années, ça évolue très très vite. Et moi je reste persuadé que l'être humain va être de plus en plus remplacé par des robots qui seront capables de faire des choses équivalentes aux nôtres, voire se déplacer, marcher, tout ce genre de choses. Je pense que ça sera de plus en plus. D'ailleurs, on a pu voir, si vous l'avez vu, la vidéo du robot de Elon Musk, qui moi, m'avait vraiment épaté, hein. Le robot était capable de faire des choses comme nous. La dextérité des doigts et tout, c'était vraiment extraordinaire. Et puis en fait, après, j'ai appris derrière qu'il y avait quelqu'un derrière, en fait, qui avait une télécommande et qui le gérait comme ça. C'était pas vraiment un robot autonome comme il a pu nous faire croire au départ. Mais malgré tout, on sait très bien que ça va arriver. Et dans une décennie, ça va tellement vite. Et en 2 décennies, vous imaginez que on aura sans doute tous des robots chez nous qui feront le ménage, qui s'occuperont de l'appartement ou de la maison. C'est très probable. Donc c'est pour ça que je pense que les choses vont changer, ça va évoluer. Et pour ce genre de société, pour le moment, je pense que ça peut être difficile peut-être de toujours trouver du personnel pour travailler, trouver des mains qui ont envie de bosser. Mais je pense que dans le futur, de plus en plus, les robots prendront la part que l'être humain ne veut pas faire, des travaux très ingrats. Et puis évidemment, avec tous les débats que ça amènera derrière, hein, en nous disant ah oui, mais nous on n'a pas de travail, mais ils vont nous prendre notre travail. De quel travail on parle, puisque de toute façon aujourd'hui déjà la jeune génération n'a plus envie de faire ce genre de travail. Donc je ne sais pas de quel travail on parle, mais bon, on verra. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, donc c'est des projections que je fais comme ça à 10 à 20 ans, mais j'ai aucune certitude que ça sera comme ça. Mais dans tous les cas, à l'instant T, ça reste un dossier que je trouve intéressant, bien positionné, leader sur son marché, et qui peut m'amener des dividendes intéressants, notamment sur le mois de février où j'avais pas de dividendes. Alors, par contre, après, ce qui est dommage, c'est que pour le moment, ça fait 2 ans que je suis dessus, ça fait 2 ans que le dividende baisse. Je dis jamais 203, j'espère que ce ne sera pas le cas pour l'année 2026. Et là, le dividende annoncé pour de Richebourg au mois de février sera de 0,13 centimes, et vous voyez que cette année, il était de 0,16. Donc on a encore une petite baisse sur le dividende, malheureusement. Au niveau du graphique, vous voyez qu'on est sur le support en tendance haussière. Donc là, on est venu le tester avec la mèche. On a un autre support en pointillé vert où là, on est posé avec le corps. Par contre, on voit une moyenne mobile 20 périodes mal orientée, elle est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. Moyenne mobile 50 périodes à 5,81. Moyenne mobile 20 périodes pardon, à 4,73 €. Donc moi, mon objectif, ça serait d'essayer d'en reprendre aux alentours de 4,50, ça serait pas mal. Si j'arrivais à en reprendre vers les 4,50, 4,40, je pense que je serais content. Même chose, hein, c'est pas une action où ce sera pas la première ligne de mon portefeuille. L'objectif, ça sera peut-être d'avoir entre 300 et 400 actions à peu près de Richebourg, et ensuite on laissera de Richebourg faire sa vie. Ça sera un peu ça l'idée.
Et pour finir, donc au niveau de mon portefeuille, Ubisoft, société malheureusement qui est une catastrophe ambulante. Bon, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de jeu, il y a pas de personnel, il n'y a pas de management. Bon, autant dire que c'est la société des pas. Hein. Évidemment, je rigole, hein, mais je rigole sans vraiment rigoler, rigole jaune. C'est vraiment une catastrophe cette société. Hein. Ils ont tout pour eux, ils ont des super jeux, des super licences, et ils sont incapables de faire quoi que ce soit. C'est catastrophique. Et donc ça, on peut se dire qu'une grande partie des responsabilités vient du management, hein, qui doit être à mon avis un management catastrophique. Le chiffre d'affaires, on voit qu'il a l'air d'augmenter. Je pense qu'il faudra quand même le vérifier. On voit que la dette augmente aussi un petit peu. L'EBITDA, il montre que ça augmente, mais je n'y crois pas une seule seconde. Donc on verra ça sur les prochains résultats. Je pense plutôt que ce qui risque de se passer, c'est que Ubisoft va sortir de la cote. Ils vont sans doute se faire racheter par Tencent, qui est actuellement le plus gros actionnaire de la société. Et puis on aura perdu encore un fleuron de français en plus, qui était dans les jeux vidéo, qui était mondialement connu, et qui sera sans doute racheté par Tencent et qui repartira dans d'autres pays. Et puis voilà, on aura encore perdu une industrie, et puis ça en fera qu'une de plus. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je vois pas, très honnêtement, aujourd'hui, à l'instant T, je vois pas comment Ubisoft pourrait... J'ai été très positif pendant un moment, j'ai essayé de l'être, mais aujourd'hui, je vois pas comment ils vont réussir à redresser la barre, sachant que ils ont tout déjà, et ils y arrivent pas. Donc je vois pas comment ils y arriveraient plus demain. Sachant qu'en plus, ils sortent des jeux, à chaque fois qu'ils sortent un jeu, de plus en plus, les jeux sont de moins en moins appréciés par les communautés de gamers. Donc... Dire leur image, elle doit être assez catastrophique au niveau des gens qui sont sur les jeux vidéo. Je l'imagine en tout cas. Ils ont Star Wars, ils ont les licences de Star Wars, ils ont Assassin's Creed, ils ont tout ça. Et malgré des très belles licences qu'ils avaient, ils ont réussi à les... Je pense presque même à dégoûter la communauté même de ces jeux. C'est ça qui est complètement dingue. C'est complètement fou. Le dernier Star Wars, là, apparemment, c'est une catastrophe. Hein. Il a pas du tout été apprécié par les communautés de gamers. Donc que leur dire que voilà. Bravo Ubisoft, merci pour le boulot catastrophique que vous avez fait. Regardez le graphique, hein, il est en chute libre. Donc moi je suis à moins 57,33%. J'ai 50 actions, un PRU à 29,11. 29,11 pourtant c'était pas non plus un prix hyper excessif. Quand on voit son plus historique qui est aux alentours des 100 euros. Ça paraissait pas si déconnant que ça. Hein. Vous voyez comme on est capable en France de détruire des business. La raison pour laquelle ils l'ont détruit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un changement de direction? Je connais pas assez la société. Mais ouais, c'est vraiment une catastrophe, quoi. La moyenne mobile 20 périodes, elle donne pas de signe de retournement. On est à 21,44. La moyenne mobile 50 périodes à 36,74. C'est Noël. Hein, donc c'est Noël, là les gens devraient se jeter sur leurs jeux, les acheter et pousser la société à avoir des bons chiffres. Bah, vous verrez que les prochains résultats qu'ils vont annoncer, ils seront encore catastrophiques, j'en suis presque sûr. C'est malheureux, mais j'en suis pratiquement sûr. Je suis sûr que Noël ne va pas leur faire du bien, parce que de toute façon, ils ont fait que repousser les jeux qui étaient attendus, et les jeux qui sont sortis, ils sont pas appréciés. Donc... Et quand vous ratez la période de Noël pour une société comme Ubisoft, c'est pas au mois de juin ou juillet quand les gens partent en vacances et qu'ils n'ont pas du tout envie de se cloîtrer devant les télés pour jouer, qu'ils vont faire leurs chiffres. Donc qu'est-ce qui va se passer là, je ne sais pas. Moi j'ai peur que Ubisoft soit racheté par Tencent là sur 2025 aux alentours de peut-être 20 euros si j'ai de la chance. Et je perdrais entre 9 et 10 euros par action s'ils sont rachetés à ce prix-là. Mais j'ai peur que ça soit le cas et qu'ils sortent de la cote. Après, on verra si je me trompe. J'espère d'ailleurs. Alors maintenant, le moment que vous attendez. Donc du coup, vous pouvez voir au niveau de l'historique du compte que Air Liquide change de forme. C'est assez bizarre hein, de mettre ça. Mais bon, c'est pour dire que Air Liquide va passer au nominatif. Donc là, vous voyez, change de forme, moins 10 plus 10. Au niveau du montant net, on est à 0. Alors en principe, ça me coûte 18 euros. Donc je les verrai peut-être apparaître à partir de début janvier.
pour en avoir discuté avec vous lors du live le vendredi soir. Je vous rappelle d'ailleurs que tous les vendredis soirs vous avez un live sur la chaîne à 22 h. Maintenant on a pris cette habitude. Donc d'ailleurs je remercie ceux qui sont là à chaque fois. Et donc du coup, là ça y est, ça va passer au nominatif. Donc je pense que je le verrai vraiment à partir de début janvier, comme je vous ai dit. Ensuite j'ai GTT donc, qui m'a versé le coupon de 55,05 €. Donc très bien, et le VMH qui m'avait versé déjà les 16,50 € comme vous aviez vu déjà la dernière fois. Ce qui fait que j'ai touché donc ce mois-ci 71,55 €. Et surtout, je suis très content de ça, c'est que ça y est, enfin, j'ai mes 100 € par mois, puisque mon dividende total est de 1234,44 €. Donc vraiment, j'ai bien bossé sur les dividendes cette année, je suis vraiment très content. Sachant que, comme vous le voyez, j'ai quand même 2 actions Nexity qui versent rien, alors que habituellement on était plutôt aux alentours de 125. Donc là, Nexity, je pense que je ne reverrai plus jamais le dividende de Nexity. Et Ubisoft qui ne verse pas non plus de dividende. Malgré tout, j'ai quand même réussi à faire une belle perf, puisque par rapport à l'année dernière où j'avais touché 786,50 €, pardon, j'ai à peu près, j'ai fait 60, presque 60. Un petit peu moins, mais aux alentours de 55-60% de plus par rapport à N-1 en dividende. Donc vraiment, je suis ravi de ça, j'en suis très content. Au niveau de mes ventes, vous voyez aussi que j'ai pas fait de vente en négatif. J'arrive à me tenir et à me discipliner. Donc ça, je suis très content aussi. Le gain total était de 1220,35 €. A priori, il n'y aura pas de nouvelles ventes, à part explosion du CAC 40 sur une semaine. J'en verrai pas vraiment la cause, donc je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles ventes. C'est même un peu plus que ça que j'ai gagné, puisque à chaque fois je vous ai mis combien j'avais eu de frais. Mais en fait, ces frais m'ont été tous intégralement remboursés par le fait que vous avez utilisé mon code de parrainage, et que vous avez profité aussi d'avantages. Et donc moi, les avantages, c'était 20 ordres gratuits. Donc sur une année, 20 ordres gratuits, je les passe même pas. Donc du coup, ça fait que j'ai quasiment tous mes ordres gratuits, j'ai rien payé de ce que vous voyez au niveau des frais que j'ai pu marquer. Donc j'ai gagné encore un petit peu plus que ça, mais vraiment je suis ravi, surtout sur les dividendes. Voilà, déjà 100 € par mois, ça commence à parler, et on va continuer comme ça, et on va essayer de faire grossir encore. Alors, je pense pas que l'année prochaine j'arriverai à repasser mon dividende à plus de 60% comme j'ai pu faire cette année, mais si on va chercher l'année prochaine les 1005 ou 1600 € déjà, ça sera déjà très bien, je serai très content. Mais vous voyez que ça grossit, et ça va être exponentiel, et ça va grossir de plus en plus vite au niveau des dividendes, puisque j'investis, ces dividendes que je récupère, je les réinvestis, et donc du coup, j'accélère mon effet boule de neige sur les actions et sur mon portefeuille, forcément. Et c'est ça qui sera intéressant pour vous de voir, puisque vous allez avoir la possibilité de voir mon portefeuille en évolution sur pratiquement 25 ans, et on va voir rapidement que l'effet de boule de neige fonctionne, et ça va vous permettre sans doute de le comprendre, et vous verrez que toute la puissance du dividende. Aujourd'hui d'ailleurs même, j'entends beaucoup de gens, et quand je regarde un petit peu ce qui se dit à droite à gauche, j'entends des gens dire oui mais sur le PEA il faut acheter des ETF. J'en vois pas l'utilité d'acheter des ETF. Vous pouvez vous investir sur des actions françaises. Évidemment, n'allez pas sur les autres actions européennes parce que vous avez des retenues à la taxe, des retenues à la source, pardon. Ce qui veut dire que à la fin, quand vous retirerez votre argent sur votre PEA, vous aurez payé plus de taxes que si vous l'avez fait avec un CTO. Mais allez que sur des actions françaises qui vous versent des dividendes, c'est très intéressant le PEA, très intéressant. Et si le marché tombe, c'est quasiment tous les marchés dans le monde qui tombent. La performance est peut-être pas la même que sur le marché américain, mais c'est pas un problème. Vous pouvez aussi prendre un ETF, un ETF synthétique sur le SP500 par exemple, pour faire un peu de performance aux États-Unis, et après avoir un CTO où là vous allez mettre des ETF. Pour le moment, je suis pas vraiment en phase avec ce que je peux entendre. Moi, très honnêtement, je pense que le PEA c'est une super enveloppe. Il faut investir que sur des actions françaises, de très bonnes actions françaises. Peut-être que moi j'en ai peut-être un petit peu trop, mais ça fonctionne et ça me correspond, donc tant mieux. Avoir peut-être un ETF monde en plus dans votre ETF pour diversifier un petit peu l'ETF et aller chercher de la performance, ou un ETF SP500 par exemple.
et après avoir un CTO où là vous pouvez avoir plusieurs ETF sectoriels ou géographiques ou ce que vous voulez pour aller chercher de la performance différente avec moins de taxation, et vous avez à ce moment-là le meilleur des deux mondes, hein. Et vous pouvez aussi très bien sur un CTO acheter des actions des grosses sociétés européennes qui versent des dividendes, parce que vous avez aussi des avantages avec le CTO que vous n'avez pas avec le PEA. Vous pouvez déduire les moins-values, vous pouvez voilà, améliorer les choses comme ça. Vous avez les retenues à la source qui vous seront décomptées de votre impôt sur le CTO. Ce qui veut dire que si vous achetez par exemple, je crois qu'en Belgique c'est 25% à la source, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est aux alentours de 25%. Si c'est 25% en Belgique, si vous avez une action, vous aurez 25% qui vous seront retenus tout de suite sur le dividende quand vous allez le recevoir, ce qui veut dire que la France, elle, ne prendra que 5%. Elle vous remboursera la différence des 30% que vous aurez payé sur le compte titre. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur votre PEA. Donc, je suis pas du tout en phase pour le moment avec ce que je peux entendre sur le PEA. Je pense que beaucoup trop de gens sur YouTube dans la finance veulent surtout vendre leurs liens et donner leurs liens sur les grosses plateformes qui donnent énormément d'avantages avec les liens. Et donc du coup, soit ils le font exprès pour récupérer les liens, et j'espère que c'est pas le cas, soit j'ai pas du tout la même vision de voir les choses qu'eux. Et pour refaire mon portefeuille aujourd'hui, je me rends compte depuis 5 ans, puisque mon PEA a 5 ans maintenant, je serais libre de prendre mes gains maintenant et d'avoir une fiscalité avantageuse. Je trouve que c'est très intéressant de le faire aussi sur le PEA et d'avoir que des actions françaises qui vous versent le dividende, parce que ce dividende, il va grossir, et le jour où j'en aurai besoin, je pourrai récupérer mon dividende dans 20 ans, profiter du dividende sans toucher à mon capital. Au contraire des ETF où le jour où vous voudrez prendre un petit peu d'argent pour vous et commencer à vous verser des rentes, vous serez obligé de taper dans l'ETF, et du coup vous ferez baisser le capital que vous aurez investi dans votre ETF. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Après, je dis pas forcément qu'ils ont tort, en tout cas moi ma vision elle est plutôt là. Et pour le moment je trouve que je suis, en tout cas moi ça me correspond et ça me va très bien. Dites-moi d'ailleurs vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors au niveau de l'évolution du portefeuille, 29 432,30. Malheureusement j'aurais pas atteint l'objectif que je m'étais donné en termes de valorisation du portefeuille. On le verra tout à l'heure. Solde en espèces est de 610,80 €. Vous voyez que c'est quand même assez limité au niveau du solde en espèces, hein. Je ne peux pas faire grand chose. De disponible sur le compte, j'ai 178,80 puisque j'ai mis un ordre d'achat sur 5 actions d'une autre société du CAC 40. Je donne quelques indications. Pour le moment, l'ordre n'est pas passé. D'ailleurs, l'action a réaccéléré à la hausse ces derniers temps, donc là, je ne peux pas la prendre. Mais il est quand même mis jusqu'à la fin de l'année. On verra ce que ça va donner. Puis je pense que je le remettrai en ordre d'achat l'année prochaine, dès le début janvier. Et je le laisserai comme ça pour l'année, jusqu'à temps qu'on aille le chercher. De toute façon, il y a 3 actions qui m'intéressent pour l'année prochaine. Il y en a 2, donc je vous ai donné les infos pour ceux qui étaient là pour le live vendredi. Et la 3e, que j'ai mis en ordre pour le moment, que je n'ai pas donné l'info à personne. Je vous la donnerai peut-être au mois de janvier ou la semaine prochaine lorsque je ferai le bilan de l'ensemble de mes portefeuilles bourse. Puisque la semaine prochaine, dimanche prochain, sera la dernière vidéo de mes portefeuilles bourse, CTO, PEA, de l'année 2024. Et ensuite on passera à 2025 et on recommencera à zéro. Vous voyez d'ailleurs que les titres en portefeuille, ça représente 28 821,50 €. Et la moins-value latente est de moins 1128,52 €. Bon, là, ça pique les yeux, hein, quand même. Mais c'est comme ça. Au niveau du portefeuille, donc, que vous dire, je vous laisse regarder. Hein, de toute façon, il n'a pas énormément évolué. J'y ai pas trop touché. On a toujours cette présentation de Bourse Direct qui est horrible. Hein. Ça, franchement, j'arrive toujours pas à m'y faire. Je trouve ça vraiment moche. C'est pas terrible. J'aurais préféré à la limite qu'ils gardent l'ancienne version. Après, bon, ça regarde que moi. En ce qui concerne éventuellement des sociétés comme Pernod Ricard que j'aurais pu renforcer, vous voyez qu'elles sont quand même, Pernod Ricard est à la 3e ligne de mon portefeuille, 7% du portefeuille à peu près. C'est difficile aujourd'hui de me dire le prix est très bas, il faudrait que je renforce pour faire baisser mon PRU, c'est vrai,
Mais si je faisais ça, je prendrais le risque de faire passer Pernod Ricard en première position dans mon portefeuille. Et là, j'aurais beaucoup plus de mal, je pense, à battre l'indice de référence qui est le 440 pour moi. Donc c'est pour ça que je le fais pas, donc je reste calme pour le moment. Je me concentre plutôt sur le bas du portefeuille, notamment sur Schneider, sur Air Liquide qui pourrait remonter un peu plus haut, je pense. Voilà, on a du Rubis, on a Eramet qui pourrait peut-être remonter un petit peu, on a du Richebourg aussi, faire redescendre Rémi Cointreau peut-être un peu plus bas. Voilà, certaines actions de mon portefeuille, et dont une aussi que je souhaite rentrer dans le portefeuille que je n'ai pas. D'ailleurs, pour vous donner un petit indice, si jamais vous arrivez à trouver dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, on est plutôt dans le secteur de la santé. Parce que je n'ai aucune action du secteur de la santé dans mon portefeuille. Et au niveau donc du portefeuille global, donc 29 432,30, donc je suis en négatif, moins 1,30% pour cette année. Alors c'est pas encore fini, mais je pense que je vais avoir du mal à passer en positif sur cette fin d'année. Donc le 4,48 à moins 3,56. On a un taux d'inflation annuel pour le moment aux alentours de 2%. Alors j'ai mis 2% parce que c'est ce que j'ai trouvé dernièrement, mais je le remodifierai je pense la semaine prochaine en allant faire de nouvelles recherches. Vous voyez que le total de mes apports, donc ça ne bougera plus, c'est 4800 €. Le dividende pour l'année en cours, donc pareil je pense qu'il ne bougera plus, il est de 1234,44. Et le cumul de tous mes apports depuis que j'ai commencé à investir, donc depuis... là, vous voyez sur 4 ans, mais en fait, ça fait 5 ans. Il est de 25 250. Donc, vous voyez la différence. 25 250, et actuellement, je suis à 29 432. Sachant qu'on est un peu en difficulté, un peu beaucoup. Ça veut dire que j'ai quand même un gain d'à peu près 4000 €, un peu plus de 4000 €. Donc, ça reste quand même très intéressant sur seulement 4 ans. Hein. J'aurais mis exactement la même somme, c'est-à-dire 25 000 € sur un livret A. D'ailleurs, à une époque, j'avais 20 000 € sur un livret A. J'avais gagné sur une année, je crois, 400 € de mémoire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo entre ce que la bourse peut apporter et le livret A. La seule grosse différence, c'est que le livret A, vous allez pouvoir l'utiliser tout de suite. Et c'est pour ça qu'on va l'utiliser en épargne de précaution. Et que le 440, on va l'utiliser pour des investissements à très long terme, pour pouvoir maximiser notre rentabilité dessus. Et aussi éviter les crises de panique quand il y a des gros crashs. Voilà, dernière petite chose, le tableau pour le moment est terminé pour 2024 pratiquement. Donc la semaine prochaine vous reverrez encore une modif. Pour 2025, j'ai une problématique, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais là, tout ça me met erreur. Donc quand je mets un chiffre ici et que je mets un chiffre en bas, je n'ai plus les résultats ici, ça me met erreur, alors que pourtant les cases sont bien indiquées. Donc s'il y en a parmi vous qui sont très doués en informatique, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec moi rapidement sur les réseaux. Vous avez mes différentes possibilités de réseau pour me joindre. Et donnez-moi les raisons peut-être pour lesquelles j'ai un bug, parce que ça va être compliqué si l'année prochaine je peux pas réutiliser ce tableau, ça va vraiment me prendre la tête parce que je le trouve très bien, et même vous je sais que vous l'appréciez, et d'ailleurs si après j'arrive à le redébloquer et que j'ai plus ces problèmes de erreur, je pense que je vous le mettrai à disposition et vous aurez la possibilité de le télécharger. D'ailleurs j'allais le faire cette année, et puis en fait comme j'ai vu qu'il y avait des erreurs qui affichaient ici, je ne l'ai pas fait parce que ça fonctionne plus. Il n'y a que cette ligne qui fonctionne maintenant, et dès que j'essaie de mettre sur 2025, pour le moment ça ne fonctionne pas, donc je vais voir ça assez rapidement, j'espère. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que donc ce dernier portefeuille PEA vous a plu. La semaine prochaine, donc je vous ai dit, ça sera le bilan de l'ensemble de mes portefeuilles. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre un maximum de commentaires. Il y a certaines vidéos où j'ai très peu de commentaires, voire des fois pas de commentaires du tout, donc c'est un petit peu frustrant pour moi. Donc mettez-moi des commentaires, c'est important pour m'aider, pour que l'algorithme voit qu'il se passe quelque chose sur les vidéos et que ça fait réagir. J'essaie de vous donner de plus en plus de contenu. Il y aura encore l'année prochaine des vidéos interviews, puisque j'en ai fait une
sur Value Investing Screener. Si vous l'avez pas vu, je vous engage à aller la voir. Vous avez donc d'autres interviews qui auront lieu l'année prochaine. Je fais des lives maintenant tous les vendredis soirs de 10h à minuit grosso modo, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à échanger avec moi. Et on va continuer à faire grossir tout ça. Vous avez la chaîne secondaire aussi, vous pouvez trouver aussi beaucoup de valeur pour les nouveaux investisseurs ou même les anciens investisseurs qui ont besoin de se remettre un petit peu à la page, ça peut arriver parfois. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager, à communiquer, à être actif sur les différentes chaînes que je vous propose. Voilà, c'était François, j'espère que tout ça, ça vous a plu. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients, et nous on se retrouve très vite.